Je voulais qu'on parle des sardines en boîte. Ça paraît un peu... Aujourd'hui, on va parler des sardines en boîte avec le spécialiste. Ok. Donc, alors, c'est vrai que la sardine, déjà, c'est un bon poisson, c'est vrai, parce que c'est un poisson gras. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est un petit poisson, tu vois, par rapport aux gros poissons, les thons et tout, qui sont très contaminés, très contaminés par au mercure, etc. On l'a vu au plomb, etc. Là, la sardine, c'est un petit poisson, donc dans la chaîne alimentaire, déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle est peu contaminée, parce qu'elle va consommer peu de poissons qui ont déjà été contaminés. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais souvent, on dit que la sardine en boîte, tu vois, on voit un peu comme ce truc idéal, c'est simple à manger, etc. Ce qu'on oublie, c'est qu'en France, la majorité des sardines en boîte, en réalité, sont frites dans de l'huile. Ça veut dire qu'en fait, la sardine, on va la faire frire dans l'huile de tournesol classique, et comme si qu'on va faire frire des frites, quoi. Exactement de la même manière. C'est comme si on mangeait des frites. Voilà. C'est un peu une différence quand même, parce que là, c'est pommes de terre, là, c'est sardines, mais dans le fait où il y a vraiment de la friture, quoi. C'est vraiment frit, et après mise en boîte, et après on va le remettre dans une autre huile. Une huile d'olive, ou avec des aromates, de la sauce tomate, etc. Mais au final, il y a vraiment une friture dans la sardine. Mais ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a des alternatives à ça. Ça veut dire qu'il y a des sardines, par exemple, qui sont vendues cuites à la vapeur. Et là, c'est complètement différent parce que du coup, là, il n'y a pas cette friture qui va du coup être problématique. Juste une cuisson qui va être un peu plus douce. Et surtout, ce qu'on oublie aussi, c'est que derrière, il va re-avoir une cuisson qui est justement la stérilisation, qui va se passer après quand la sardine sera en boîte. Et moi, par exemple, j'ai remarqué une différence même avec les sardines cuites à la vapeur, c'est que la différence entre celles qui sont cuites à la vapeur et celles qui sont fraîches, il y a une grande différence. Pourtant, on se dit, bon, elles sont saines de la même manière et tout. Parce que je pense dans le fait de la stérilisation, c'est une espèce de cuisson, en fait, même si elle est rapide, au moins c'est entre 70 et 90 degrés pendant quelques secondes ou minutes, ça dépend des méthodes. En fait, il y a quand même une dénaturation des protéines, des molécules qui y a à l'intérieur qui fait que du coup, elle va pas être digérée de la même manière qu'une sardine fraîche. Après, bien sûr, vaut mieux manger une sardine en boîte cuite à la vapeur que, on va dire, de pas en manger du tout, tu vois, parce que il y a quand même encore les nutriments, les oméga 3, la vitamine D, le phosphore, enfin, toutes les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est plus pour parler vraiment de ce truc de on se rend pas compte parce qu'il n'est pas signifié, mais sur les boîtes de sardines, en fait, s'il n'y a pas marqué qu'elles sont cuites à la vapeur, elles sont forcément frites dans de l'huile, en fait. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est différent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la majorité ne sont pas frites, mais elles sont cuites d'une certaine manière. C'est un peu comme une cuisson au four, en fait, qu'ils font eux automatiquement, tu vois. C'est un peu différent, en fait, en fonction des pays, je me suis rendu compte. Mais nous, en France, on a vraiment cette tradition de la sardine qui est frite dans l'huile, quoi. Et donc, qui peut être cancérigène, qui peut être... Après, il peut y avoir forcément des problèmes derrière, mais c'était juste pour, en tout cas, montrer ça, parce que souvent, on se rend pas compte, on pense juste qu'on mange des sardines, mais on se rend pas compte de ce qui s'est passé avant que... Parce que c'est pas noté. Ah ouais, non, pas du tout, jamais. Par contre, c'est marqué quand ça ne l'est pas, ça oui. D'accord. Mais il n'y a pas marqué quand ça l'est. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas de signification sur comment a été faite cette boîte de sardines, c'est forcément qu'il y a eu une friture derrière. Sinon, il y a marqué cuisson au four ou cuisson à la vapeur, parce qu'en plus, c'est un argument de vente. Donc, du coup, ils vont le mettre derrière, tu vois, pour que ça puisse faire vendre, quoi. Qu'est-ce que tu penses du foie de morue? Alors, le foie de morue, donc le foie de morue en boîte, je pense que tu veux parler. Oui, foie de morue en boîte. Alors là, c'est pareil, ça veut dire que, en fait, encore une fois, tout ce qui est en boîte de conserve, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de toute façon, c'est stérilisé ou pasteurisé dans tous les cas, puisque de toute façon, c'est le principe de la boîte de conserve. Mais pour le coup, la différence, c'est que le foie de morue, il va pas être frit avant. Il va être mis cru, et c'est dans la boîte avec la stérilisation qu'il va être cuit. En fait, c'est la stérilisation qui va le cuire. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la boîte, il y a souvent de l'huile avec. En fait, c'est de l'huile naturelle que le foie va rejeter à la suite de la cuisson. Mais il y a une différence quand même entre le foie de morue en boîte et par exemple de l'huile de foie de morue première pression à froid. Parce que la différence, c'est que justement cette stérilisation va créer quand même une dénaturation et déjà rien que les enzymes vont être détruites. Puisque du coup, on monte à plus de 70 degrés, donc forcément déjà les enzymes sont détruites. Et puis, il va y avoir quelques changements au niveau notamment des protéines. Mais par contre, puisque le foie de morue, c'est majoritairement des graisses. Au niveau des graisses, par contre, j'ai même lu des études sur ça, qu'il n'y a pas vraiment de dénaturation. Les oméga 3 sont plutôt conservés. De toute façon, c'est pas très sensible à la chaleur, les oméga 3. Mais on va dire qu'au niveau de la digestibilité, il y a quand même une petite différence, par exemple, avec la première pression à froid. Mais c'est pas, on va dire, le pire, le fait de manger du foie de morue en boîte, puisque ça va quand même amener énormément de nutriments, et notamment les oméga 3 et la vitamine D aussi, qui sont en grande quantité, la vitamine A aussi, il me semble, dans le foie de morue. Pendant des années, on disait manger du foie de morue, on donnait aux enfants même du foie de morue, de l'huile de foie de morue. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est très riche en vitamine D, on est quasiment tous carencés, et en vitamine A, les deux fonctionnent en synergie, et ce qui permet d'être en bien meilleure santé sur le long terme. Surtout qu'en plus, c'est facile à manger, c'est une petite boîte, c'est pas très cher. Franchement, le foie de morue, je trouve que c'est un C'est aliment génial. idéal. Franchement, c'est Il n'y a incroyable. pas de métaux lourds dedans. Alors,
Il y en a, mais les quantités sont vraiment infimes et elles D'accord. sont vraiment en dessous les quantités problématiques pour le corps humain, quoi. Donc ça, pour le coup, il y a pas vraiment de problème sur ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'il y a aucune différence entre, par exemple, un foie de morue que tu vas acheter en magasin bio et un foie de morue que tu vas acheter dans une grande surface. Oui, puisque c'est sauvage. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, ils sont tous pêchés au même endroit en Islande la plupart du temps. Et donc, du coup, c'est même le mode de préparation, c'est le même puisqu'il n'y a pas de cuisson, c'est toujours la stérilisation qu'il y a derrière. Il y a aucun ajout. Donc, au final, peu importe le foie de morue qu'on va acheter, c'est la même chose. Juste, le mieux, c'est pas acheter le foie de morue fumé. Parce que souvent, il est fumé, le foie de morue. En fait, traditionnellement, il était fumé. Mais est-ce que ça rajoute pas certaines vitamines? Le fait qu'il soit fumé. Ouais. Par exemple, de la B12 qui pourrait être dans le bois. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que je me suis jamais intéressé au fait que ça aurait pu augmenter. Moi, je savais dans l'inverse que ça pouvait ajouter des molécules qui pouvaient être problématiques, c'est que les réactions de Maillard, etc. Mais après, dans le fait de est-ce que ça peut augmenter, on sait que c'est vrai qu'il y a la cuisson. Moi, j'ai vu en tout cas pour les légumes que la cuisson pouvait augmenter certaines molécules, comme par exemple pour les tomates. Ça Oui. fait monter le lycopène. Je crois qu'il y a pour les épinards aussi, il y a une vitamine qui augmente. Mais après, je sais pas si dans les... De toute façon, les légumes comme la tomate, les épinards, on peut les manger crus, mais souvent elles vont avoir des antinutriments. Ouais. Et c'est intéressant de les cuire, mais aussi par exemple de les faire blanchir. En fait, de faire comme nos ancêtres, ils le savaient, ils le savaient de manière empirique. Ils les préparaient de la bonne manière pour enlever les antinutriments et ne garder que ce qui est bon. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est un peu dans le mode rapide, fast-food, tout ce que tu veux. Et on a gardé ce même mode maintenant pour des aliments sains. Et donc, on fait rapide et on se retrouve avec la moitié des nutriments qui sont pas assimilables. Et après, on se plaint, tiens, on perd plus de cheveux, on est malade plus souvent, on est moins en forme. Oui, parce qu'on fait n'importe quoi. Ah, mais en plus, il y a un truc avec ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'avant, tous les aliments étaient soit donc préparés, donc cuits, ou transformés d'une certaine manière, et notamment par la fermentation. Ouais, la fermentation, c'est incroyable. Tous les peuples du monde faisaient fermenter des aliments. Aujourd'hui, tu parles de fermentation, tu as l'impression qu'on parle de la personne qui a pris ses chaussettes, des vieilles chaussettes ou qui a ses chaussures. Tu vois, on a cette image des vieilles chaussures qui ont fermenté, ça pue. Hein. Mais la vraie fermentation, déjà, ça ne pue pas forcément. Et surtout, ça apporte énormément de vitamines. Ça permet vraiment On a des aliments qui vont gagner jusqu'à 47 fois plus de vitamines en une journée, comme par exemple le tempeh. Ouais. C'est fois 47, c'est fou, juste énorme. Tu t'imagines, tu prends des compléments, t'as 2 fois plus. Là, t'as un aliment, t'as rien à payer, t'as fois 47, t'as fois 10 de ci, fois 10 de ça. Et c'était un peu le secret des gens en bonne santé, c'est qu'ils utilisaient ces fermentations, et partout dans le monde. Parce qu'en fait, justement, il y a les bactéries qui viennent décomposer, qui viennent faire un travail justement qu'on dit prédigestion, et ce qui fait que du coup, l'aliment derrière, il est beaucoup plus digeste. Et je pense que ces peuples-là, ils ont dû comprendre ça, peut-être même en observant, tu sais, ça va être intéressant, c'est de comprendre comment ils en sont arrivés à déduire et comprendre qu'en fait, au final, c'est en faisant fermenter les aliments que ça va permettre juste de les rendre digestes, de pouvoir les consommer. Il y a cette histoire de soldats pendant la guerre du Japon. Ils sont en prison. On leur donne du riz et du soja et ils ont plein de carences. Ils crèvent la dalle. Ils n'arrivent pas à tenir. Ils meurent. Et des prisonniers indonésiens leur disent attendez, le soja, on va le faire fermenter. On va faire du tempeh de manière traditionnelle. Et en 24 heures, 36 heures, tu fais du tempeh. C'est tout simple. Il suffit juste de prendre ton soja et de le faire fermenter. Et à partir de là, ils n'avaient plus aucun problème, ils étaient en pleine santé, ils étaient en pleine forme, parce que le soja qu'ils consommaient auparavant n'était pas vraiment digeste, contenait trop d'antinutriments, et là, grâce à cette fermentation très rapide, accès à beaucoup plus de vitamines, et accès surtout à des protéines qui sont digestes. Parce que c'est bien beau d'avoir des protéines, d'avoir des nutriments, si tu ne peux pas les digérer, ça ne sert strictement à rien. Exactement, mais en plus, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que souvent, on dit, après c'est normal dans notre monde moderne, en contradiction avec les produits industriels, on va dire que tout ce qui se trouve dans la nature, c'est forcément bon, tu vois. Mais c'est un peu un argument qu'on utilise pour le fait de dire que les produits industriels sont mauvais et les produits qui vont être naturels et bruts sont meilleurs. Mais en réalité, ça dépend sous quelle forme, parce qu'en fait, t'as des aliments qui sont dans la nature qui sont pas forcément digestes par le corps. Et d'ailleurs, il y a une histoire avec ça, avec le maïs. Je pense que tu peux le raconter. Ça veut dire que il y a le maïs qui était consommé, je crois, en Italie, qui avait créé de grosses carences. Oui, alors en B3. Le maïs à la base venait d'Amérique du Sud. Donc les habitants le consommaient, mais d'une certaine façon, en fait, avec de l'eau de chose qui préservait certaines vitamines. En fait, parce que en fait, dans le maïs, tu as une enveloppe, et cette enveloppe, si tu l'enlèves pas, tu ne digères pas certaines vitamines. Donc, quand la base de ton alimentation, c'est du maïs, si tu ne fais pas cette fermentation, enfin, ce travail de préparation, ça donc s'appelle de la tremper... nixtamalisation. Nixtamalisation, c'est ça, de faire tremper dans de l'eau de chaud.
Eh bien, si tu ne fais pas ça, et c'est passé parce qu'on a importé le maïs d'Amérique pour dans les Balkans, dans les montagnes, surtout en Italie, même aux États-Unis où ils ont consommé beaucoup de maïs, et une explosion d'une maladie qu'on appelle la pélague, donc c'est une maladie de peau, enfin c'est pas très beau à voir. Eh bien parce que il y avait une déficience en une vitamine. Je crois que c'est la B6. C'est pas la B3. C'est la B3. C'est la B3, voilà. Ça. C'est ça. Et donc cette déficience, alors elle peut être comblée par une alimentation très riche en nutriments. Il faut savoir que dans certaines montagnes, par exemple, ils consommaient du maïs, de la polenta et du lait cru ou du lait de leurs vaches dans les montagnes, et la plupart étaient en très bonne forme toute leur vie. Parce que voilà, ils avaient peut-être beaucoup plus de B3 d'un autre côté, mais s'ils faisaient pas ça, juste prendre du maïs, tu finis par avoir un manque de B3 et ça a des répercussions sur ta santé. Et ça, c'est vraiment cette idée de, tu vois, les Amérindiens, ils savaient, on importe cet aliment, on le consomme et les gens ne savent pas. Et il y a eu des milliers de cas de maladies, des centaines de milliers pendant des années et des années. Ils ont mis énormément de temps à trouver la raison. Parce qu'en fait, on a exporté le produit sans la connaissance. Exact. C'est ça. Ah, et c'est souvent le cas aujourd'hui où, par exemple, on va prendre du quinoa. Le quinoa, tu demandes, je connais une Bolivienne, une vieille dame, elle me dit, mais le quinoa, on le lavait, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus cette mousse. Cette mousse, c'est quoi? C'est de la saponine, c'est comme du savon. Ouais. Donc quand ça va dans ton intestin, est-ce que ça deviendra l'idée de toi de manger du savon? Non. Et ben c'est ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, moi des fois, ça m'est arrivé, je vais au restaurant, je mange du quinoa, mais ça a le goût de savon. Alors après, il y a différentes variétés, il y a différents de niveaux de saponine, mais il faut le rincer, il faut le laver, et ça pas grand-chose avant de le faire, tu vois. Et pourquoi les restaurants ne le font pas? Parce que, encore une fois, on a des produits sans la connaissance. Exactement. Mais en plus, pour revenir à ça, même par exemple sur le maïs, ça veut dire que souvent le maïs, on va le voir comme un produit très riche en sucre. Par exemple, aux États-Unis, c'est vraiment un scandale avec les sirops de maïs. Nous, on n'a pas ça en Europe, mais eux, vraiment, déjà dans tous les aliments, tu as ça, tu as le sirop de maïs. Tu vois, c'est vraiment le sirop de fructose, en fait, qu'ils ont eux. Et on sait que ça cause beaucoup de problèmes, de maladies, etc. De diabète, voilà, etc. De maladies métaboliques. Et en fait, le truc, c'est que dans un autre temps, tu vois, par exemple, au Nicaragua, là-bas, c'est une zone bleue, tu vois. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de centenaires, etc. Et pourtant, ils consomment, je crois, 80% de maïs. Tu dis, le problème, c'est bizarre quand même. Et en fait, tu regardes comment ils consomment, et ils le consomment de manière déjà entière. Ça veut dire que c'est pas juste on extrait le sucre, comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, mais surtout, il est fermenté. Il est fermenté avec le levain. Donc, eux, les tortillas, ouais, voilà, les genres de tortillas qu'ils ont, eux, il est fermenté. D'accord. Tu sais qu'en Abkhazie, dans les années 1970, il y a des chercheurs qui sont allés là-bas et ils se sont rendus compte que beaucoup de gens vivaient jusqu'à des âges, mais 140 ans, 130 ans. Et c'était pas une personne isolée, c'était des familles entières de personnes qui vivaient à plus de 100 ans, comme ça. Ouais. Et la base de leur alimentation, c'est du pain de maïs. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je le savais qu'ils le faisaient pas avec de l'eau de chaux. Ouais. Et effectivement, ils le faisaient fermenter parce que pour vivre aussi longtemps, c'était des gens, tu sais, ils ne tombaient jamais malades. C'est des personnes qui a 130 ans. Vous avez déjà été malade dans votre vie? Ah oui, il y a 60 ans, j'ai eu une fièvre un moment. Tu vois, c'est ça. Une fièvre un moment, ouais, tu sais. Parce qu'ils avaient une alimentation totalement naturelle. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces zones-là n'existent plus parce qu'il y a eu la guerre. Dans les années 90-2000, les gens mouraient au bord de la route, il y a eu des déplacements de population énormes. Encore aujourd'hui, c'est un peu chaud. Donc, on a tout. Tu vois, on a perdu la connaissance même de comment vivre longtemps. Mais en tout cas, ils l'avaient. Et dans ces coins-là, c'est incroyable parce que c'est des âges. Au début, j'ai dit non, c'est 140 ans, 145 ans, 150 ans, 130 ans. Oui, mon cousin, mon fils a 95 ans. Enfin... Et en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient une alimentation exceptionnelle, une eau de montagne exceptionnelle, des produits laitiers, beaucoup de produits laitiers, mais des produits laitiers de chèvres, de brebis, et des animaux qui sont élevés naturellement. Tu vois, donc ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est vraiment cette idée de qualité. Il n'y avait pas de plante spéciale, c'était vraiment une bonne alimentation. Vivre en montagne aussi, ça jouait, je pense. Pas de guerre, pas trop de guerre. Pas trop de famine, pas trop de déplacement de population. Et on le voit aujourd'hui, il y a eu la guerre. Tu vas là-bas, il n'y a plus personne qui vit 140 ans. Mais pour le coup, par rapport à ça, par exemple, moi, ma grand-mère, elle a grandi en Tunisie. Et en Tunisie, elle me disait, déjà, il y avait le paradis des fruits, pour le coup, là-bas, tu vois, c'était incroyable. Genre, elle mangeait souvent les fruits sur les arbres et tout. T'avais les dattes, t'avais beaucoup d'agrumes, etc. Ouais. Et elle m'a dit qu'elle, jusqu'à ses 20 ans, elle n'est jamais tombée malade. Elle ne savait pas ce que c'était un rhume.
Elle connaissait pas le rhume. Et dès qu'elle est arrivée après en Europe, donc d'abord en Italie et après en France, c'est là où elle a commencé à tomber malade. En Tunisie, elle est jamais tombée malade. Ouais. C'est quand même un truc de fou. C'est incroyable. Et aussi parce que la Tunisie, il y a ce truc aussi méditerranéen, tu vois, donc il y a la mer, et en plus c'était dans les années 40, tu vois, donc c'est plus la même chose au niveau de la pollution et tout. Et il y avait vraiment ce truc où, et aussi ils avaient une connaissance incroyable, par exemple, des plantes sauvages, tu vois. Ils avaient une grande connaissance des plantes sauvages à l'époque. Et par exemple, ma grand-mère, même quand elle est arrivée en France, ils avaient tellement peu d'argent avec mon grand-père que tous les week-ends, ils allaient chercher des plantes sauvages, des épinards sauvages, etc., des blettes sauvages, et ils mangeaient uniquement ça le dimanche midi ou le dimanche soir, quoi. Juste parce qu'il y avait cette connaissance, tu vois, des plantes sauvages, le fait de pouvoir consommer même si on n'a pas d'argent, quoi, parce qu'ils avaient appris ça justement en Tunisie, quoi. Et ils disaient quand ils avaient un problème en Tunisie, toujours ils soignaient avec les plantes. Avec la chicorée, avec plein de plantes comme ça qu'ils trouvaient là-bas. Et... La plupart des médicaments qui fonctionnent très bien sont des extraits de plantes. Exactement. C'est toujours des molécules actives qu'il y a dans la plante qui vont surdoser pour faire un médicament. Ça. Ce qui peut être efficace, mais ce qui est aussi intéressant parfois de prendre la plante dans son ensemble parce qu'il y a autre chose avec. Il y a d'autres molécules, c'est ça qui les englobe. C'est comme quand on dit par exemple un jus de fruits et un fruit entier. Oui. Dans le jus de fruits, t'as pas la fibre et donc t'as pas tout ce qui recouvre derrière, que le fruit entier, c'est différent. Ça peut être intéressant de prendre un jus de fruits, aussi, exactement. Mais c'est vraiment des cas particuliers, tu sais, c'est toujours... On joue à l'apprenti sorcier, alors que quand on prend l'aliment dans son entier, on a quand même beaucoup moins de risques. Exactement, c'est vrai. Bon, c'était bien ces petites discussions. On se retrouve dans une prochaine discussion, peut-être, pour reparler de sujets qui nous passionnent. Ouais. Ça te va ? Ouais. Allez.